Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Nous avons déjà abordé sur cette chaîne les cas de fans fous, comme par exemple le cas de Ricardo Lopez, qui était obsédé par Björk, qui a lentement sombré dans la folie et a connu une fin terrible pour lui. Heureusement, dans cette histoire, rien n'est arrivé à l'artiste. Si vous souhaitez voir la vidéo, elle sera à la fin ou ici en bas dans la liste de lecture. Aujourd'hui, nous rencontrons un autre fan passionné. Explorons l'histoire de Mark Chapman. Qui avait une obsession pour John Lennon? John Lennon, membre des Beatles, est probablement le plus populaire du groupe. Et que s'est-il passé quand John Lennon a croisé Mark Chapman? Eh bien, quelque chose de plutôt triste s'est produit que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons analyser qui était Mark Chapman, pourquoi il était obsédé par John Lennon, comment il a construit cette obsession, comment il a progressé pas à pas, comment était son plan pour exécuter ce qui lui est venu à l'esprit. Nous découvrirons tout aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que sur cette chaîne, nous avons vos 10 secondes, où les youtubeurs, streamers, instagrammeurs et autres font la promotion de leur réseau. Et vos 10 secondes d'aujourd'hui sont pour Sock. Sock est un streamer Twitch qui se consacre à diffuser Fortnite, Valorant, League of Legends et d'autres jeux. Il promet de diffuser tous les jours cette année 2020, alors je vous laisse son canal Twitch ci-dessous pour que vous alliez le voir et lui apporter votre soutien. En plus de cela, je vous rappelle que si vous voulez voir ce cas et d'autres sans censure, sans publicité et 24 heures avant le reste, vous devez appuyer sur le bouton qui dit rejoindre ici en dessous pour rejoindre le clan Mephisto. Ensuite, appuyez sur Maître Obscur et ensuite allez à l'onglet Communauté où vous trouverez toute la liste de toutes les vidéos qui sont sorties jusqu'à présent sans censure et vous pouvez en regarder une après l'autre. Maintenant, sans plus tarder, commençons avec la vidéo d'aujourd'hui. Pour les superstitieux, l'année 1966 a été l'une des années de la bête, avec l'année 1666, 1669, 1696, 1699, 1969, 1996 et 1999. Pourquoi? Parce que ces années contenaient le 666, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Je ne crois pas beaucoup à ce genre de choses de numérologie et autres, mais il semble que ce fut une mauvaise année pour beaucoup de gens, y compris les Beatles. C'est précisément cette année-là qu'ils ont fait les premiers pas d'une série d'événements qui se termineraient par une tragédie, par la mort et par beaucoup de tristesse pour tout le monde. 1966 signifie 3 scandales pour les Beatles. La première a eu lieu lorsque John Lennon a déclaré dans une interview en mars que le christianisme disparaissait peu à peu et qu'ils allaient bientôt le surpasser, car les Beatles étaient à ce moment-là plus populaires que Jésus-Christ. Cette déclaration en particulier peut-être ne fait pas autant de bruit maintenant, mais à cette époque, les gens étaient plus chrétiens, plus conservateurs, beaucoup plus croyants. Donc cela a provoqué que beaucoup de fans chrétiens des Beatles ont arrêté de les suivre, ils se sont terriblement fâchés contre eux, ont commencé à brûler leurs disques, à brûler des photos, à faire des manifestations et autres. Et en plus de cela, ces paroles sont parvenues aux oreilles d'un jeune homme nommé Mark Chapman, qui ne les a jamais oubliées. Et cette phrase a trouvé sa fin devant l'immeuble Dakota. En décembre 1980, mais revenons à l'année 1966. Le 15 juin de cette année-là, l'album des Beatles Yesterday and Today est sorti. Ce qui est inhabituel avec cet album, c'est que sur la couverture apparaissent certes les Cats de Liverpool, mais ils n'étaient pas habillés de leur costume anglais typique. Ils portaient un tablier de boucher, étaient tachés de sang, avaient des couteaux à la main et utilisèrent des poupées symbolisant des bébés, comme s'ils étaient en train de démembrer des bébés. Cette photo avait également été basée sur une idée de John Lennon et avait été prise par le photographe Roger Whittaker. Évidemment, leur manager s'est d'abord opposé à l'utilisation de cette photo comme couverture de l'album, mais il n'a pas pu faire grand-chose. La photo est sortie et a causé un scandale. D'abord en sortant dans un journal, puis dans
Le disquaire Capitol. L'un des disquaires les plus célèbres à ce moment-là, il y a eu un tel tumulte qu'ils ont dû retirer les disques de la vente. Ce qui s'est passé, c'est que l'album est revenu peu de temps après pour que les fans puissent l'acheter, mais avec une autre couverture, il a été censuré. John Lennon a de nouveau fait une de ses déclarations controversées et a dit que le problème de la censure de la couverture de son album était presque aussi important que la guerre du Vietnam, et il y a eu un dernier événement malheureux pour eux qui s'est produit le 7 juillet 1966. Ils étaient en tournée et l'un des arrêts de cette tournée était le pays des Philippines. Là-bas, environ 50 000 fans ont bloqué l'entrée de l'avion à l'aéroport de Manille pour pouvoir les voir. Le lendemain, ils ont chanté devant 100 000 personnes au Araneta Coliseum. Cependant, ils ont commis une erreur. Imelda Marcos, la première dame des Philippines, les a invités à un dîner. Elle a préparé un grand dîner en l'honneur de ces stars internationales, mais ils ont choisi de rester à l'hôtel plutôt que d'y aller. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il semble qu'aux Philippines, les choses n'allaient pas très bien avec le gouvernement à ce moment-là, et tout est devenu très trouble pour les Beatles. La femme du président des Philippines de l'époque, Ferdinando Marcos, est apparue en pleurs dans les médias, parlant du mépris qu'on avait montré à ces artistes. Alors les militaires se sont présentés à l'hôtel où ils étaient logés, les ont sortis à la hâte, les ont mis dans un avion et les ont retenus pendant des heures à l'intérieur de cet avion. Brian Epstein et d'autres membres de l'équipe des Beatles étaient complètement effrayés. Ils ont dit plus tard qu'ils croyaient qu'ils allaient tous être fusillés sur place. Eh bien, après cette frayeur, ils les ont laissés partir. Mais ils n'ont jamais oublié cet incident. Le 8 novembre 1966, John Lennon rencontre Yoko Ono lors d'une exposition à laquelle il a assisté. Le compte à rebours pour sa tragédie est en marche. Le lendemain, le 9 novembre 1966, quelque chose se passe dont on parle encore aujourd'hui. La plus grande conspiration entourant les Beatles, la prétendue mort de Paul McCartney. Ils ont sûrement traîné sur un forum de conspiration et autres. J'ai entendu parler de cette théorie selon laquelle Paul McCartney est en réalité décédé en 1966 et a été remplacé par une personne qui lui ressemblait beaucoup, qui a été formée par les producteurs pour que la popularité des Beatles ne diminue pas pour ne pas perdre les fans. C'est l'une des théories les plus étranges que j'ai jamais lues dans ma vie. Mais le truc, c'est qu'à un certain point, elle a un peu de vérité et cela vous fait douter si c'est vrai ou non. La question est que tout cela s'est passé en 1966. Pour l'instant, laissons les Beatles là avec cette chaîne d'événements malheureux et passons aux protagonistes de cette histoire. Allons rencontrer Mark Chapman. Mark David Chapman est né le 10 mai 1955 au Texas, dans le sud des États-Unis. En tant qu'enfant, il a souffert de problèmes d'obésité, ce qui lui a valu du harcèlement scolaire, l'a rendu introverti et lui a valu le surnom de Mark le Freak. Son père, David Curtis Chapman, était sergent de l'armée de l'air des États-Unis et sa mère, Catherine Elizabeth Pease, était infirmière. Sa petite sœur Susan est née 7 ans après lui. Chapman a déclaré qu'il avait peur de son père quand il était enfant, car celui-ci abusait physiquement de sa femme et de son fils. À 14 ans, Mark prenait des drogues, séchait l'école et avait même fui sa maison pour vivre dans la rue pendant 2 semaines. À ce moment-là, il consommait de la marijuana, de la cocaïne, des acides, de l'héroïne, de la mescaline et des barbitúricos. Sa bande préférée était les Beatles. Avec tous ces problèmes, Mark a créé une réalité parallèle dans sa tête qui lui a permis d'échapper à sa vie réelle. Il croyait que sa vie était contrôlée par des petits hommes qui vivaient dans sa chambre. En 1971, il a décidé de rectifier sa vie, de se remettre sur les rails et s'est inscrit à la célèbre association chrétienne de jeunes appelée Young Men's Christian Association. À ce moment-là, John Lennon et Jésus-Christ avaient de la même importance dans sa vie. Ceux qui l'ont connu dans cette association, comme dans les emplois ultérieurs qu'il a eus, ont dit qu'il était une personne exceptionnelle. Un ami lui a alors recommandé un livre qui changerait complètement sa vie. Il s'appelait Le Catcheur dans le Seigle de Jérôme David Salinger.
La lecture de son livre a été si importante, elle l'a tellement marqué qu'il a déclaré qu'il voulait même ressembler au protagoniste, nommé Holden Caulfield. Le 4 mars 1966, John Lennon faisait des déclarations assez controversées que je vous ai déjà racontées, et sans le savoir, ce même jour, il signait son arrêt de mort. Dans le journal Evening Saturday, cette interview réalisée par la journaliste Maureen Cleavey a été publiée, où Lennon disait textuellement « Le christianisme s'en ira, il s'évanouira et deviendra plus petit ». Je n'ai pas besoin de discuter de cela, j'ai raison et je le prouverai. Les Beatles sont plus populaires que Jésus-Christ en ce moment. Cette déclaration prétendument inoffensive est republiée plus tard, le 31 juillet dans le magazine Datebook, ce qui motive l'opposition des Beatles aux États-Unis. Le Ku Klux Klan menace de commettre des attentats si les Beatles se produisent. Et des milliers de jeunes manifestent avec des pancartes portant des phrases comme « Jésus est mort pour toi, John Lennon ». Les groupes chrétiens ont appelé ces jeunes à assister au soi-disant feu de joie des Beatles, où ils préparaient évidemment un grand feu et jetaient les vinyles, les découpures de journaux, les photos, les affiches, tout ce qu'ils avaient en des Beatles. La plus grande mobilisation de ce genre a eu lieu à Birmingham, en Alabama. Dans les jours suivants, des dizaines de stations de radio ont refusé de diffuser les chansons de ce groupe. Et la situation s'est aggravée lorsque le groupe a refusé de jouer en Afrique du Sud en protestation contre l'apartheid qui interdisait aux personnes de couleur d'assister à leurs concerts. Pour cette raison, de nombreux groupes en Afrique du Sud se sont joints aux protestations aux États-Unis et ont également décidé d'arrêter de diffuser les chansons de ce groupe de Liverpool. Les Philippines se joignent à la haine mondiale pour ce qui s'était passé avec la première dame lorsqu'ils étaient en visite. Et en Espagne, le dictateur Francisco Franco ordonne de faire de même, de brûler tout ce qui concerne les Beatles. En août 1966, ils font également une tournée aux États-Unis. Le 19 août, lors du concert au Colisée de Memphis, le Ku Klux Klan commet un attentat. Il y a une explosion dans le hall et John Lennon se jette au sol au milieu de la scène pensant qu'on leur tire dessus. Pendant ce temps, le Vatican, qui avait initialement exprimé sa condamnation des propos de John Lennon, finit par lui donner raison. L'Observatoire romain publie qu'il y a une part de vérité dans cette forte déclaration disant que l'influence du christianisme sur la race humaine s'est affaiblie. Le 29 août, à cause de cela et d'autres pressions, ils donneront leur dernier concert devant un public qui avait payé son entrée. Il est réalisé au Candlestick Park, à San Francisco. Finalement, un John Lennon perplexe, un peu surpris par tout ce qui s'était passé, parle devant la caméra et présente ses excuses, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un jeune homme nommé Mark David Chapman, dans un camp chrétien à Atlanta, avait lu ce qu'il avait dit. Un jeune homme qui était devenu un fanatique chrétien depuis peu et commençait à nourrir une grande rancune envers lui pour ses déclarations. C'est pour cette raison qu'il a commencé à planifier sa vengeance contre son ancien idole pour avoir dit ces choses sur Jésus. Mark Chapman dit à un ami après avoir lu les propos de John Lennon, « Qui sont-ils pour se comparer à Jésus ?» Quelque temps après, il prendra une guitare et chantera autour d'un feu de camp devant ses amis du Young Men's Christian Association, ce club chrétien, la chanson Imagine de John Lennon, mais en changeant les paroles et en disant « Imagine que John Lennon est mort ». Les années passent, et pendant que John Lennon se marie avec Yoko Ono et qu'ils ont un enfant, les Beatles se séparent et Lennon disparaît longtemps de la vue publique. Pendant ce temps, Chapman grandit et obtient un emploi de gardien de sécurité dans un endroit à Atlanta. À cette époque, il a eu sa première petite amie nommée Jessica Blankenship, qui était une fille fervemment chrétienne qui a fini par rejeter sa proposition de mariage. En 1977, Mark Chapman a décidé de se suicider par asphyxie au monoxyde de carbone. Il a connecté un tuyau d'aspirateur au pot d'échappement de sa voiture et a placé l'autre extrémité à l'intérieur. Mais le tuyau a fondu dans le pot d'échappement et la tentative de suicide a échoué. Un psychiatre l'a admis à l'hôpital Castle Memorial pour sa dépression. Après en être sorti, l'hôpital l'a embauché à temps partiel pour qu'il travaille également en tant que gardien. Dans ce travail, il jouait de la guitare pour les patients et leur apportait un peu de joie dans leur vie.
il a déménagé pour vivre avec un ami qui travaillait comme ministre presbytérien et pendant ce temps, ses parents ont commencé le processus de divorce et plus tard, sa mère est allée vivre avec Mark Chapman à Hawaï. En 1978, Mark Chapman a voyagé autour du monde. Inspiré en partie par un film qu'il avait beaucoup aimé, Le Tour du monde en 80 jours. Là-bas, il a visité des endroits comme Tokyo, Séoul, Hong Kong, Singapour, Bangkok, New Delhi, Beyrouth, Genève, Londres, Paris et Dublin. Il a commencé une relation amoureuse avec son agent de voyage, une femme américano-japonaise nommée Gloria Ave, et ils se sont mariés le 2 juin 1979. La ressemblance physique de Gloria avec Yoko Ono était tout à fait indéniable. Après avoir essayé plusieurs emplois et n'avoir duré dans aucun, il est finalement devenu chômeur et a passé ses journées à boire de la bière et à lire à la bibliothèque publique. Là, il cherchait, entre autres choses, des réponses sur sa vie. C'est là qu'il découvre 2 livres qui changeraient sa vie. Il avait déjà lu le premier dans son adolescence, mais l'avait oublié pendant plusieurs années. Le gardien dans le seigle réapparaît devant les yeux de Mark Chapman comme un signe, comme pour lui dire « Ne m'oublie pas ce que tu as lu ici, n'oublie pas ce personnage, c'est ta vie ». Il a également trouvé un autre livre, un appelé John Lennon, Un jour à la fois, écrit par Anthony Falls, où l'ex-Beatle a été complètement démystifié aux yeux de Chapman, qui a également ravivé son ancienne rancune pour lui. Des années plus tard, il dirait à son biographe, Jack Jones, avec qui il a enregistré plus de 200 heures d'entretien. « Je me suis rendu compte que je n'avais pas réussi, mais lui si, et j'ai eu l'impression qu'il s'était vendu. Je l'aimais parce que je ne pouvais plus supporter d'être un non-entité. Je me noyais, cette condition m'étouffait. En 1980, John Lennon réalise qu'il n'a qu'une seule option dans sa vie. Renaître et ressurgir comme la grande star de la pop qu'il a su être. À cette époque, il avait passé plus de 5 ans enfermé dans un appartement de 7 pièces qu'il avait acheté. Il vivait avec sa femme et son fils. Il ne donnait pratiquement aucune interview. Il ne faisait rien. Il passait essentiellement toute la journée à lire, à écouter de la musique, à contempler la vie. Mais il a commencé à manquer cette vie qu'il avait eue autrefois, cette vie de star de la pop, voyageant d'ici à là, les interviews, les photos qu'on lui prenait, les fans. Il a commencé à manquer tout cela et a dit « Je dois revenir, je dois montrer au monde qui était John Lennon ». Alors il s'est mis en marche et a commencé à préparer un nouvel album. C'est ainsi qu'il parvient à composer Double Fantasy, un album qui contient des chansons comme I'm Losing You, Dear Joko, Watching the Wheels, Just Like Stand Over a Woman. Cela s'est produit en août 1980. Ce qui est particulier, c'est que Yoko Ono, quand elle a vu qu'il composait à nouveau, a insisté pour que ce soit un disque à 2. Mais Lennon lui a dit non, je vais le sortir seul. Le 9 octobre 1980, John Lennon a 40 ans. Ce même jour, son fils Gene a 5 ans. Et aussi à cette date, mais assez loin, à Honolulu, Hawaï, Mark David Chapman achète un revolver Charter Arms Specials de calibre 38. Il l'obtient dans une armurerie située à un pâté de maison du poste de police local. Le 22 octobre de cette année-là, Mark Chapman démissionne de son poste de garde de sécurité à Hawaï et signe sa dernière sortie à ce poste en tant que John Lennon. Il commence alors à s'intéresser au satanisme, à l'occultisme, aux arts sombres, mais il ne s'implique jamais totalement dans cela. Chez lui, sa femme Gloria est témoin des étranges rituels de Mark Chapman, qui passe toutes les après-midi à écouter nu les disques des Beatles, tout en changeant les paroles par des phrases meurtrières qu'il enregistre sur un magnétophone avec des cris qui rappellent ceux d'un cochon. Il demande de l'aide à Satan dans le cadre de ses délires, et sa violence se retourne contre sa femme qu'il frappe et brise toutes ses affaires. Dans cette crise de folie, il détruit également toute sa collection de vinyles des Beatles. Chapman s'enfuit, mais avant il demande de l'argent à son beau-père pour voyager à New York. Il fait ce voyage et séjourne à l'hôtel Waldorf Astoria.
Il se rend à l'immeuble Dakota où vivait John Lennon avec Yoko Ono et leur fils, et se lie d'amitié avec le concierge de l'immeuble, José Perdomo, qui commence à lui donner une tonne d'informations sur la vie de John Lennon à cet étranger complet. Cependant, son plan échoue. Il ne peut obtenir des balles pour son revolver non enregistré qu'il a acheté. Le 5 novembre, Chapman contacte Dana Rips, un shérif d'Atlanta qui était son ami, avec qui il passe plusieurs jours à apprendre à tirer. C'est ce shérif qui lui fournit 5 balles expansives. Le 9 novembre, Chapman voit le film « Gens comme nous ». Ce film le touche extrêmement et lui fait complètement changer d'avis. Il regrette son plan d'assassiner John Lennon, range ses affaires et retourne à Hawaï. Il se débarrasse de son livre « Le gardien dans le seigle », mais garde le revolver avec les balles. Il demande pardon à sa femme et lui raconte, entre autres choses, qu'il était obsédé par l'idée de tuer John Lennon, mais que c'est maintenant passé, qu'il va bien maintenant. En fait, il fixe un rendez-vous avec un psychologue pour l'aider à résoudre ses problèmes psychologiques, mais ce rendez-vous n'a jamais lieu. Pendant ce temps, l'album Double Fantasy sort le 14 novembre 1980 et c'est un succès instantané. Il grimpe immédiatement au premier rang des classements. C'est le retour tant attendu de John Lennon. Un tas de projets découlant de cet album commencent à émerger, y compris de nombreuses séances photos entre Lennon et Jogon. En décembre 1980, Mark Chapman prend à nouveau un avion pour New York. Pendant le vol, il continue de lire une fois de plus le livre L'Attrape-cœur. Le 6 décembre de cette année-là, Mark Chapman débarque à New York avec 5 000 $ en poche que sa femme lui avait prêté. Il s'enregistre dans un hôtel du Young Men's Christian Association et après avoir déposé ses affaires, il se dirige à nouveau vers l'immeuble Dakota où il rencontre les gardes de sécurité de l'endroit et se lie d'amitié avec eux et commence à leur poser une tonne de questions sur les horaires de John Lennon, à quelle heure il sortait du bâtiment, à quelle heure il revenait, avec qui il se réunissait, s'il sortait seul, s'il sortait avec des gens et, étonnamment, les gardes de sécurité lui racontent absolument tout. C'est à ce moment-là que Chapman commence à se prendre pour Holden Caulfield, le protagoniste du livre L'Attrape-cœur. Ce même jour, il rencontre Jerry Mull et Judith Stein, 2 filles fanatiques de John Lennon, qui l'attendaient toujours à la sortie de l'immeuble Dakota. Elle se lie d'amitié immédiatement avec Mark Chapman, qui se présente comme un grand fan des Beatles. Et après avoir discuté un moment et échangé des informations sur cet artiste, les filles vont ensemble au cinéma et Mark Chapman reste un moment à attendre à la porte. Mais ensuite, il part aussi. Les filles reviennent ce même jour à 17h15, mais Mark Chapman n'est plus à la porte. À 17h30, John Lennon sort du bâtiment. Il rencontre les filles et discute avec elles un moment. Cette même nuit, Mark Chapman, logé à l'hôtel du Young Men's Christian Association, cet hôtel de jeunes chrétiens, entend 2 de ses compagnons de lieu qui planifient de faire un trio homosexuel avec un autre ami. Dans une interview, Mark Chapman a exprimé qu'à ce moment-là, il avait envie de prendre son arme et de tirer sur tout le monde, mais qu'il s'est retenu, a rangé ses affaires et a quitté les lieux. Il s'est alors rendu à l'hôtel Giraton où il a séjourné dans la chambre 2730. Le lendemain de son arrivée à New York, le 7 décembre 1980, dans la matinée, Mark Chapman se dirige à nouveau vers l'immeuble Dakota. En chemin, il achète un exemplaire du magazine Playboy qui comprend une interview de John Lennon et Yoko Ono sur la présentation de l'album Double Fantasy. Il achète également un autre exemplaire du livre Le catcheur dans le seigle et quelques photos de Judy Garland dans le film Le magicien d'Oz. Il retourne ensuite à l'hôtel Giraton et appelle un service d'escorte qui lui envoie une prostituée. Le lundi 8 décembre, vers 3 heures du matin, cette prostituée quitte la chambre de Mark Chapman. Il prend ensuite une Bible qu'il a trouvée là-bas à l'hôtel dans l'un des tiroirs, prend un stylo et écrit « Dans l'Évangile selon Saint Jean » en anglais, il ajoute Lennon, donc il reste l'Évangile selon Saint John Lennon. Chapman s'endort peu après et met le réveil. Il se réveille avant que son réveil ne sonne et il est certain que ce jour est le bon. Il prépare ses affaires dans la chambre d'hôtel et dispose sur le lavabo de la salle de bain une cassette audio de Todd Rundgren. Quelques photos de son travail en tant que bénévole à Fort Knox.
les photos de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz achetées au kiosque. Et l'exemplaire du Catcher in the Rye où il écrit « C'est ma déclaration. Je suis Mark David Chapman, le gardien dans les seigles. » Il sort et achète un autre exemplaire du livre. Il est 9h30 du matin. Pendant ce temps, John Lennon prend son petit déjeuner et se fait couper les cheveux. Mark Chapman se dirige à nouveau vers l'immeuble Dakota. Quand John Lennon revient du coiffeur à 10h du matin, Chapman est occupé à relire le livre et ne le voit pas entrer. À 11h du matin, Judith Stein arrive à nouveau, la fille qu'il avait rencontrée la veille, une fanatique de John Lennon, accompagnée du photographe Paul Goresh, un amateur qui traînait toujours dans le coin et finissait toujours par prendre des photos de John Lennon avec les fans qui se rapprochaient de la porte de son immeuble. Judith Stein présente le photographe à Mark Chapman, il se serre la main et le photographe voit que Mark Chapman avait une copie de Double Fantasy, le nouvel album de Lennon. À 11h30 ce jour-là, John Lennon est en séance photo. La photographe est Annie Leibovitz. Elle demande à John Lennon de se déshabiller et il l'écoute. Elle prend alors une photo légendaire où John Lennon est nu en position fœtale, enlaçant Yoko Ono qui est habillée et allongée sur le sol. Cette photo deviendrait l'une des couvertures les plus célèbres du magazine Rolling Stone. À 11h50, Mark Chapman a faim et invite Judith Stein à déjeuner. Paul Goresh reste là à la porte jusqu'à ce que les deux reviennent plus tard. À 12h30, Jan Lennon, le fils de John, sort avec sa nounou Helen Seaman de l'immeuble Dakota. Judith Stein présente Mark Chapman à Jan Lennon, le garçon de 5 ans, qui serre la main de celui qui deviendra l'assassin de son père. À 17h, en sortant de chez eux, John Lennon et Yoko Ono rencontrent dans la rue un jeune homme grand et robuste qui, encouragé par le photographe Paul Goresh, s'approche de John avec sa copie de Double Fantasy et lui dit « John, je viens d'acheter cette copie de ton nouvel album et je l'adore. Pourrais-tu me le signer s'il te plaît ?» John Lennon signe alors le disque à Mark Chapman. Le photographe Paul Goresh capture cette situation dans une photographie qui deviendrait historique. Chapman le remercie et John Lennon le regarde et lui pose une question de manière très mystérieuse. « C'est tout ce que tu veux ?» Chapman lui répond que oui. John insiste, il lui redit « Vraiment, c'est tout ce que tu veux ?» Et Chapman lui répond « Oui, c'est tout. Merci beaucoup, John. » Puis Lennon s'éloigne. Mark Chapman regarde le photographe Paul Goresh, très heureux avec sa copie autographiée, et lui dit « Personne ne va croire ça à Hawaï. » John et Yoko montent dans une limousine blanche et se dirigent vers un studio d'enregistrement appelé Record Plant, situé dans la rue 44. Ils apportent actuellement les dernières retouches à un album qui est prévu pour sortir au début de 1981. Il est 20h devant l'immeuble Dakota. Paul Goresh, le photographe, se fatigue, dit au revoir à Mark Chapman et lui dit « Il vaut mieux que nous partions tous les deux. Il est déjà très tard. John Lennon va probablement se coucher. Il vaut mieux ne pas l'attendre. Un autre jour, nous le croiserons sûrement à nouveau et nous pourrons discuter avec lui. » Et Mark Chapman lui répond « Et si tu ne le revois plus jamais ?» Pendant ce temps, Yoko et John sont restés 5h30 en studio. Il est déjà 22h30. Entre autres choses, il termine la chanson « Walking on These Eyes », qui est la dernière chanson que Lennon a composée et enregistre. Il prévoit que ce soit un single de Yoko Ono. En sortant du studio, John Lennon dit à son producteur Jack Douglas « Nous reviendrons demain à 9h pour finaliser les derniers détails. Maintenant, Yoko et moi, nous rentrons à la maison. » Douglas le voit heureux. Il emporte une cassette avec une copie de la nouvelle chanson. John et Yoko quittent le studio. À 22h35, John Lennon signe le dernier autographe de sa vie à Rabia Pinson, le portier du studio d'enregistrement. Ils s'arrêtent en chemin dans un restaurant où ils achètent des sandwichs et du café. Ils retournent ensuite à l'immeuble Dakota dans leur limousine blanche. Ils arrivent là-bas à 23h30. La rue est vide. Il fait 10 degrés. John et Yoko sortent de la voiture. Ils se dirigent vers l'entrée du bâtiment. À un moment donné, Yoko prend de l'avance, passe devant Chapman qui la salue, mais elle ne lui rend pas son salut. Lennon suit derrière, toujours avec la bande sous le bras. Il semble reconnaître Mark Chapman du coin de l'œil, mais ne le salue pas. Il continue d'avancer, Yoko est là-bas devant le hall d'entrée de l'immeuble.
À peine lui tourne-t-il le dos, une voix grave se fait entendre depuis les ombres du hall central. C'est Mark David Chapman qui crie « Hey John !» mais il s'accroupit. John Lennon se retourne pour voir ce qui se passe. Et Yoko Ono se retourne aussi, ouvrant déjà la porte du bâtiment. Mark Chapman se met en position de combat des Marines. Yoko Ono regarde fixement le jeune homme qui avait demandé un autographe à son mari quelques heures plus tôt et qui a attendu là pendant des heures pour son retour. Chapman tire 5 fois et les 5 balles expansives que son ami le shérif lui a données atteignent la cible. Le portier José Perdomo s'approche en courant et lui arrache l'arme d'un geste brusque. Ensuite, il donne un coup de pied dans le pistolet entre quelques buissons et crie « Regarde ce que tu as fait !» John Lennon crie « On m'a tiré dessus !» et avance en titubant quelques mètres vers le poste des gardes de sécurité. Les mêmes gardes qui avaient donné à Mark Chapman tous les détails des horaires d'entrée et de sortie de Lennon dans le bâtiment. Lennon n'arrive pas jusqu'au poste. Il s'effondre sur le sol pendant que Yoko Ono crie « Ils ont tiré, appelez la police !» Le garde de sécurité Jade Hanks appelle le 911. Et 45 secondes plus tard, une patrouille qui se trouvait à 2 pâtés de maison de l'immeuble se présente. D'ici là, plusieurs personnes qui ont assisté à l'événement courent vers Yoko Ono, qui crie en demandant de l'aide de manière désespérée. Lennon murmure pendant ce temps « Pourquoi maintenant ?» Pas maintenant, mais il ne peut plus rien ajouter. L'un des coups de feu l'a touché à la gorge. Chapman reste debout en observant la scène pendant ce temps. Il se cache ensuite dans une ruelle. Il y a une station de métro à 15 mètres, mais Chapman ne la prend pas. Il ne s'enfuit pas. L'un des policiers là qui se sont présentés, nommé Steven Spiro, est entré dans une ruelle et l'a trouvé de dos, les mains levées, l'a saisi fermement par le cou et l'a soumis. Arrivent alors plus de patrouilles, avec des policiers du commissariat 82. Plusieurs policiers retiennent le immobile Mark Chapman, qui leur indique que le manteau qui est jeté sur le sol et le livre du gardien entre le seigle qui est également jeté lui appartiennent. Les policiers l'ont alors menotté, l'ont mis dans la patrouille et l'ont emmené au poste. L'un des agents le maudit et l'insulte tout le long du chemin. D'autres policiers courent vers Lennon. Ils ont demandé une ambulance, mais le musicien perd trop de sang. Yoko Ono ramasse les lunettes de John Lennon qui sont également tachées de sang et les garde. Un officier nommé John Moran décide de l'emmener à l'hôpital dans sa patrouille. Il passe ses bras derrière le dos de Lennon pour l'aider à se lever. Pendant ce temps, il lui demande en le regardant « Êtes-vous John Lennon ?» Épuisé, ce dernier n'a que la force de hocher la tête. Moran installe Lennon à l'arrière de sa patrouille et l'emmène à l'hôpital Roosevelt. Dans une autre patrouille, l'officier Anthony Palman est chargé de transporter Yoko Ono, qui est alors en proie à l'hystérie. Lennon est encore vivant et se plaint constamment. Il a les yeux fermés et respire avec difficulté. À son arrivée à l'hôpital, il cesse de respirer. On le descend et on l'emmène dans une salle d'urgence. Les médecins et les infirmières qui le soignent ne savent pas qui il est. Ce n'est que lorsqu'ils le déshabillent, commencent à vérifier ses affaires et veulent noter ses données et trouvent son identification qu'ils ne le croient toujours pas. Ils pensent que c'est simplement un type qui s'appelle John Lennon et qui ressemble à John Lennon mais qui n'est pas le vrai Lennon. Puis Yoko Ono arrive à l'hôpital et la surprise glace tout le monde. Justement à ce moment-là, un producteur de la chaîne American Broadcasting Company se trouvait à l'hôpital. Lorsqu'il apprend ce qui s'est passé, il appelle la chaîne de télévision et leur donne la nouvelle. L'animateur Howard Cosell interrompt alors un programme sportif et informe le monde de l'attentat. Stephen Lane, le directeur médical de cette zone, tente désespérément de remplacer le sang perdu et de faire respirer à nouveau John Lennon. Une légende est en train de mourir. Ils lui font des transfusions et l'emmènent au bloc opératoire. Ils lui font une thoracotomie mais tout est inutile. John Lennon décède quelques minutes plus tard. Il y a 7 trous de balles dans son corps car 2 d'entre eux l'ont traversé. 3 balles ont touché sa poitrine. L'une a détruit une partie de son cœur et 2 ont pulvérisé son vaisseau gauche en sortant par le côté. 2 autres l'ont blessé dans le dos et lui ont perforé les poumons. Lynn s'approche alors de Yoko Ono et lui donne les mauvaises nouvelles. Elle lui demande alors s'il vous plaît de ne pas en informer la presse jusqu'à ce qu'elle revienne à...
sa maison et le raconte à son petit-fils. Lorsque la nouvelle de sa mort devient officielle à 23h50, plus de 600 personnes se rassemblent devant l'immeuble Dakota et commencent à allumer des bougies. Ils sont là, chantant des chansons des Beatles et de John Lennon lui-même toute la nuit. Le mardi 9 décembre, Ringo Starr et sa femme reviennent à New York. Ils parlent depuis un téléphone public à l'aéroport et se proposent à Yoko Ono de prendre soin de son fils. Pendant ce temps à l'hôpital, les lignes téléphoniques sont saturées de personnes qui appellent pour poser des questions invraisemblables. Comme si le corps de John Lennon avait été congelé, son cerveau préservé ou des échantillons de sperme gardés. Les journaux du monde entier se font l'écho de la nouvelle. La vente de certificats de décès commence. On sait par cette vente de certificats de décès qu'ils vont incinérer le corps. Le 10 décembre, au crématorium Ferncliff, à New York, le directeur du crématorium commence à être appelé par les journalistes et refuse de donner des informations. Yoko demande alors qu'on incinère le corps et qu'on ne dise à personne où ses cendres vont être dispersées. Mais avant tout mouvement, un employé de la morgue réussit à prendre une photo du cadavre de John Lennon. Cette photographie est vendue aux journaux pour $10 000. À Paris, des milliers de jeunes se réunissent pour chanter les chansons des Beatles. Et en Allemagne, les deux Allemagnes de l'époque étaient divisées par le mur de Berlin. Des centaines de jeunes se rassemblent des deux côtés de ce mur pour chanter des chansons des Beatles et de John Lennon. Le 14 décembre, 10 jours avant Noël, Yoko Ono demande 10 minutes de silence en hommage. Dans le monde entier, des milliers de personnes se joignent à cet hommage, y compris de nombreuses stations de radio qui cessent d'émettre pendant ces 10 minutes. À Central Park, devant le bâtiment Dakota, Strawberry Field est créé un lieu spécial en commémoration de Lennon avec une grande plaque qui dit « Imagine ». Un fan des Beatles se trouve peu de temps après le meurtre allongé entre des buissons. L'album Double Fantasy que John Lennon avait signé pour Mark Chapman. Alors la première chose qu'il fait est de remettre cet album comme preuve à la police. Étonnamment, la police rend le disque plus tard à la personne qui l'a trouvé avec une note de remerciement. Et plusieurs années plus tard, ils le mettent en vente pour un $250 000. Pendant la vente aux enchères de ce disque, en plus de montrer la photo qui avait été prise où John Lennon signait pour Mark Chapman. On dit que cet album vaut autant parce qu'il contient l'autographe de John Lennon dédié à Mark Chapman, son assassin. Et il contient également les empreintes digitales de Chapman. Pendant ce temps, Mark Chapman plaide non coupable pour cause de démence. Plus tard, il finit par plaider coupable, évitant ainsi un procès interné sur l'île Ricoeur. Il dit qu'il reçoit un message de Dieu lui demandant de plaider coupable malgré son innocence. Donc il obéit, il est condamné à perpétuité. Il est transféré dans une camionnette sans fenêtre, couvert de plusieurs gilets pare-balles et entouré de gardes armés d'armes automatiques. Il est emmené à la prison d'Attica où il purge sa peine là-bas, selon les gardiens de sécurité. Il devient constamment fou, il est assez irascible et commence à crier et à casser des choses. Il échange plus tard de la correspondance avec l'officier Steven Spiro, le même qu'il avait arrêté dans l'allée, et dans une de ses lettres, il avoue qu'il avait également prévu de tuer Jody Carson, George C. Scott, Walter Cronkite, Jackie Onassis et Marlon Brando. Pendant ce temps, Gloria Chapman reste fidèle à son mari, lui rend des visites conjugales 4 fois par an et déclare à la presse qu'une fois que quelqu'un se marie, c'est pour toujours. Pour 1981, Yoko Ono sort un album intitulé Season of Glass, dont la couverture est un verre d'eau à côté duquel reposent les lunettes de John Lennon tachées de sang. En arrière-plan, c'est New York. Yoko Ono reçoit des dizaines de menaces à cause de cette couverture. Mark Chalmers est quant à lui exorcisé par un prêtre en 1985. Celui-ci affirme que 5 démons sont sortis de son intérieur. En 1996, un compagnon de Zelda, The Mark Chapman, déclare qu'il a parlé à ce fou et qu'il lui a dit qu'il prévoyait de tuer les 3 autres Beatles. Il affirme que celui-ci restait obsédé par eux et qu'il a un tatouage sur son bras droit composé du nom de John Lennon, du mot Lonely, de 2 cœurs, d'un pistolet et
les initiales FFIN qui signifient vacances POUR, votre prochain. Quelque chose comme Fabuleux 4, vous êtes les prochains. Selon cette version surréaliste, le tueur a collé sur les murs de sa cellule des images des Beatles et une photographie du cadavre de John Lennon. Selon son compagnon de cellule, Chapman pense que le reste des membres de ce groupe doit mourir parce qu'ils utilisent la mort de John Lennon pour gagner de l'argent. Pendant ce temps, Chapman déclare au jury « J'ai mis le dernier clou dans le cercueil des années 60. C'était un piège, il convoitait sa vie, pas son autographe. Et j'ai fini par obtenir les deux. Il y avait une voix dans ma tête disant « Fais-le, fais-le ». Lisez Le catcheur dans le seigle. Là se trouvent toutes les réponses. Lisez-le et vous comprendrez tout. Après ces déclarations, certains fans des Beatles ont dit que s'ils rencontraient Mark Chapman dans la rue, ils le tueraient. Le problème était que cette situation a commencé à inspirer un tas de fous qui ont commencé à penser à tuer d'autres célébrités. Le 30 mars 1981, John Hinckley, obsédé par l'actrice Judy Foster et son rôle de prostituée dans le film Taxi Driver, décide d'assassiner le président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan, dans le but d'impressionner son amour impossible. Il lui tire dessus 5 fois, mais ne parvient pas à son but, bien qu'il touche à la tête le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, un policier et un gardien. Hinckley se déclare admirateur de Mark Chapman et visite même l'immeuble Dakota à plusieurs reprises. Peu de temps après, en 1982, un autre homme obsédé par Judy Foster a tenté de la tuer, ce qui l'a amené à quitter les États-Unis pendant de nombreuses années. Des années plus tard, Robert John Bardo, l'assassin de l'actrice Rebecca Schaffer, écrit une lettre à Mark Chapman en prison pour lui demander des conseils sur comment commettre le meurtre. Le 17 juillet 1989, Bardo mitraille Schaffer. Peu de temps avant, il avait effectué, tout comme Hinckley, un étrange pèlerinage à l'immeuble Dakota. Après l'assassinat de John Lennon, la paranoïa envahit George Harrison, qui achète une île, la fortifie et s'y retire comme s'il s'agissait d'une forteresse. Il ne sort de là que des années plus tard pour être victime d'une attaque perpétrée par Michael Abrams, l'avocat de ce tueur frustré. Il dépeint son client comme un homme torturé qui croit que les Beatles sont des sorciers et qu'il doit tuer George Harrison sur ordre de Dieu. Le jury le croit et cela le sauve d'être déclaré coupable de tentative de meurtre sur George Harrison et sa femme Olivia, qu'il attaque à coups de couteau avant d'entrer chez eux le 30 décembre 1999. Les McCartney aussi subissent cette malédiction et sa femme Linda est kidnappée au milieu des années 90. Des années plus tard, ils meurent tous les deux du cancer, aussi bien George Harrison que Linda McCartney, et la légende noire des Beatles continue de se propager. Pendant ce temps, en prison, Mark Chapman commence à recevoir de nombreuses lettres, aussi bien d'admirateurs que de gens qui lui souhaitent la mort. Pour se consacrer un peu et essayer de purifier ses péchés, il commence à diriger un journal chrétien. Sur Internet, une page conspirationniste affirme que John Lennon est toujours vivant et que tout cela a été mis en scène, que l'agence centrale de renseignement le cherchait, car il avait découvert qu'il avait soutenu un groupe terroriste hippie dans les années 60. Ceci et un dossier du Federal Bureau of Investigation le liant au groupe terroriste armée républicaine irlandaise les a finalement convaincus. John Lennon avait feint son assassinat avec l'aide de Yoko Ono, qui avait été soutenue par les Yakuza, la mafia japonaise, en échange d'une somme d'argent considérable et d'une partie de ses droits d'auteur. Selon cette théorie, le gars n'a pas pu s'empêcher de continuer à faire de la musique et est réapparu des années plus tard en produisant un artiste nommé Beck. En fait, ils disent qu'il y a une chanson de Beck qui, si elle est jouée à l'envers, on entend le message « John est vivant », il plaisante juste, quelque chose comme « John est vivant », il plaisantait juste. Cette théorie soutient qu'il y a une chanson sur l'album blanc des Beatles qui s'appelle « Someday ». Je serai Beck et que cela signifie qu'il est revenu en tant que Beck.
Celle-ci et beaucoup d'autres histoires conspirationnistes, comme celle où Yoko Ono aurait fait tuer John Lennon pour tout garder, ou que c'était en réalité l'agence centrale de renseignement qui l'a fait tuer, tout comme ils ont fait tuer John Fitzgerald Kennedy, ou que c'était en réalité Paul McCartney qui l'a fait assassiner, circulent sur Internet, eh bien, elles s'entremêlent avec l'histoire réelle. Ce qui est certain, c'est que cette haine massive envers Mark Chapman fait que le jury lui refuse encore et encore la liberté conditionnelle. Mark Chapman soutient que pour avoir tué John Lennon, il mérite d'être exécuté, mais que Lennon, étant un libéral, serait contre la peine de mort. Et un tas d'autres événements continuent de se produire suite à ce meurtre. Yoko Ono poursuit une entreprise de métro japonaise pour avoir utilisé l'image de John Lennon sans son autorisation sur un billet commémoratif. En 2001, une intelligence artificielle prétendant avoir été programmée avec les idées de John Lennon apparaît, où les gens peuvent entrer et discuter avec lui. Le 29 novembre 2001, George Harrison meurt de cancer et le monde n'est pas choqué, malgré le fait que le médecin qui le soigne force le mourant à signer une guitare avec ses derniers souffles de vie, puis met évidemment cet instrument aux enchères. En 2006, le film The Killing of John Lennon est sorti et en 2007, un nouveau film sur sa vie intitulé Chapitre 27 est sorti où le meurtrier est interprété par Jared Leto. De nombreux fans de Lennon tentent de saboter la première de ces deux films. Pendant ce temps, Mark Chambam revient sous les projecteurs à travers ses films et dit qu'il est maintenant obsédé par l'actrice Lindsay Lohan et qu'il prévoit de la tuer. Et actuellement, tout ce qui nous reste, c'est Yoko Ono donnant quelques spectacles assez étranges. Et c'était l'histoire de Mark Chapman et l'assassinat de John Lennon. Il est parfois difficile d'essayer de se mettre dans la tête de ces personnes, d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ce genre de choses. J'espère que cela vous a intéressé. Si vous avez aimé, veuillez laisser votre like, abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas fait, souvenez-vous que vous pouvez voir ce cas et d'autres sans censure, sans publicité, 24 heures avant les autres, en cliquant sur le bouton qui dit « Rejoindre » ici en dessous. En attendant, je resterai ici enfermé et je ne sortirai pas de peur que l'un d'entre vous vienne me chercher à la porte de l'immeuble. Je ne signerai aucun de mes disques. Vous pouvez les écouter sur Spotify si vous voulez, mais pour l'instant, les signatures sont annulées parce que je suis un peu effrayé après avoir connu cette histoire. Mon nom est Magnus Mephisto. On se voit sûrement dans la prochaine vidéo. Au revoir.